Nous allons passer à notre table ronde d'experts, mesdames et messieurs. Nous allons parler des enjeux de la digitalisation, de la transformation digitale dans le monde du travail, des progrès possibles, des risques bien sûr. Et j'ai le plaisir de vous présenter nos 3 intervenants. Thierry Mauvernet, président exécutif de Debiopharm, c'est bien ça, administrateur délégué, c'est écrit sur votre... Oui, tout est juste. Tout est juste. Entreprise genevoise de 450 personnes, active dans la pharma, en particulier dans l'oncologie et les antibiotiques. Vous avez également une usine de production à Martigny. On va en parler. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, Xavier Auberson, vous êtes fiscaliste, avocat, professeur à l'Université de Genève en droit fiscal suisse et international. On vous entend souvent dans les médias. Vous êtes l'un des experts de TTC. Je vous connais bien, on s'est croisés sur un plateau de télévision. Et David Sadig, fondateur et directeur de Digital Luxury Group, une agence de marketing digital spécialisée dans le luxe. Votre société compte 60 collaborateurs entre Genève et Shanghai, c'est bien ça? En fait, vous proposez des plans d'e-commerce à des sociétés dans le luxe. Communication digitale et e-commerce, exactement. D'accord, très bien. J'aimerais tous vous entendre sur les enjeux de la digitalisation dans votre domaine, en commençant par vous, Thierry Mauvernet. Pour une entreprise comme la vôtre, quels sont aujourd'hui les défis auxquels vous faites face? Alors je pense que, bien sûr, on a tous beaucoup de défis, mais je pense que tous autour, dans la table, on a beaucoup de défis. Je voudrais juste te dire une chose, c'est que je crois qu'il y a souvent une très grosse erreur au niveau de la transformation digitale, parce que les gens pensent que la transformation digitale, c'est simplement de l'IT. Et en fait, je pense que c'est beaucoup plus que de l'IT, c'est vraiment une révolution culturelle et organisationnelle. Et notre défi, il est beaucoup plus là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les gens commencent à raisonner différemment. Alors c'est un peu comme la poule et l'œuf, hein. Qu'est-ce qui a commencé? Mais le digital est plutôt au service des changements que l'on va avoir. Les changements, bien sûr, au niveau de la santé, le rapport médecin-patient change énormément. On a le télétravail, on a l'économie collaborative, on a le travail partagé. Enfin, je veux dire, on a énormément de choses et le digital n'est qu'un outil. Pour que tout le monde comprenne bien, vous ne produisez pas véritablement de médicaments, mais en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez des molécules, c'est ça, hein? Alors oui, c'est un peu... Ça est long, parce qu'on produit un médicament quand même. À Martigny, vous l'avez dit, donc on produit un médicament. Lequel? Donc, la triptorelline, c'est dans le cancer de la prostate, en fait. Et c'est un médicament important, puisque 25% des cancers de la prostate dans le monde sont soignés avec ce médicament. Donc on a 25% par dommage. Et alors, vous avez expliqué les enjeux de la digitalisation, mais pour spécifiquement votre domaine, où sont finalement les points de résistance? Les changements à opérer. Les grands changements, je pense qu'il y a bien sûr l'automatisation, la robotique. Prenons l'exemple de Martigny. En l'espace de 15 ans, on a multiplié par 17 la production, mais on a augmenté que de 50% le personnel, et on a été obligé de diminuer par 3 le prix. Donc moi, je suis un peu plus sceptique sur le fait que la digitalisation ne détruise pas plus d'emplois qu'elle n'en crée. Je pense que là, il y a quand même un problème, on risque quand même d'avoir un problème. Donc il y a ça. Il y a l'automatisation, il y a le changement de la chaîne de valeur, donc l'intermédiation qui va changer énormément. Hein, c'est-à-dire les patients en connaissent presque autant que les médecins, donc c'est compliqué. Le rôle du médecin va devoir changer considérablement. Le diagnostic va 60% du temps d'un médecin dans une consultation, c'est du diagnostic. Si maintenant, juste avec une petite prise de sang ou une petite goutte de sang, on sait exactement ce que vous avez, il y aura 60% du temps du médecin qui va passer à autre chose. Donc le médecin deviendra un coach de santé. Donc ça va aussi beaucoup changer. Et le déplacement de la valeur, justement, où va être la valeur ajoutée? Donc ça, c'est des choses qui vont énormément changer. Monsieur Auberson, alors vous êtes avocat, j'imagine que les enjeux de la digitalisation concernent surtout vos clients. Dans quelle mesure est-ce que ce changement-là bouleverse vos activités? Tout à fait.
alors, je vais dans la même direction que mon prédécesseur. Je dirais, si je prends déjà la profession d'avocat, on va s'attendre à des changements majeurs dans la profession d'avocat. Et c'est effectivement un changement de société qui se dessine. C'est très différent de ce qui s'est passé avant. Parce qu'auparavant, vous aviez l'intelligence artificielle, je pense que ça c'est un des points essentiels, les robots, qui remplaçaient essentiellement le secteur industriel. Je reviens du Japon d'ailleurs, j'ai visité l'usine Toyota, on a eu de la chaîne de montage, les 2 premières parties de la chaîne de montage Toyota, 98% sont faits par des robots, déjà maintenant. Vous savez que c'est assez impressionnant, c'est comme des danseurs, vous savez, vous avez des robots qui font toutes les activités les unes après les autres, et c'est seulement vers la fin qu'on a des êtres humains qui viennent encore vérifier. Donc 98%, hein, c'est quand même quelque chose déjà de sérieux. Eh bien, la grande nouveauté, c'est qu'on va passer à l'intelligence artificielle et la robotique aussi dans le secteur des services. Et je pense alors là aux services juridiques. Vous avez déjà aux États-Unis, on l'appelle Ross. Alors Ross, il faut savoir que c'est un robot qui fait de la recherche juridique. Donc pour l'instant, il n'est pas encore en fiscalité, donc je m'accroche un tout petit peu, parce qu'il est dans spécialisé de droit de la faillite. Allez savoir pourquoi ils ont choisi d'abord ce domaine, parce qu'il y a des visées un peu perverses là derrière. En tout cas, il est spécialisé dans la recherche en droit de la faillite, donc il fait mieux que n'importe quel stagiaire paralégal. Vous mettez les données Eros, vous retrouvez tous les arrêts pertinents. Et donc on rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'une grande partie aussi du travail d'avocat jusqu'à présent, c'était aussi la recherche des bases légales, recherche de la jurisprudence, et on va avoir petit à petit donc l'intelligence artificielle qui va le faire beaucoup mieux, beaucoup plus vite, et c'est des gens, ils sont pas fatigués, ils n'ont pas besoin de la pause café, et donc ça va, c'est un point important. Il y a un autre domaine assez effrayant aussi qui se développe dans le domaine juridique, on parle de robots juges. Et il y a déjà des essais qui ont été faits. Et vous savez que les degrés je dirais, exactitude, si je puis dire, juridique de certains jugements effectués par de l'intelligence artificielle sont étonnamment efficaces et adaptés. Parce que c'est clair qu'un juge, c'est un être humain. Et donc, il peut être influencé. Dans certains États, il peut même être acheté. Dans d'autres, le juge est peut-être fatigué, ou c'est un domaine qui ne l'intéresse pas, il n'a pas la compétence. Donc, on réfléchit même déjà à ça, peut-être avoir un appui, n'est-ce pas, d'un juge robot qui ferait une sorte d'analyse préalable et qui vous dirait, bon, moi, je vais plutôt dans cette direction. Puis après, on espère encore, en tout cas, un être humain qui va avec sa vision. Mais donc, franchement, je m'attends à des changements absolument majeurs, aussi dans la profession d'avocat, dans le domaine des services en général, et je suis assez pessimiste, en tout cas en ce qui concerne les places de travail. Beaucoup de gens vous disent, oui, mais on a déjà eu 3 fois la révolution, et donc on a chaque fois eu suffisamment de places de travail, mais quand vous commencez à avoir les services, et des services de pointe, qui sont remplacés par de l'intelligence artificielle qui elle-même ne va que progresser, est-ce que vraiment on aura suffisamment de place pour tout le monde? Personnellement, j'en doute. Après, je ne vais pas anticiper sur le débat, c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle, mais je pense qu'il faut en tout cas envisager ces choses. Comme je reviens du Japon, je mentionne une anecdote qui est assez connue. Il faut savoir que par exemple à Fukushima en ce moment, ce sont des robots qui vont vérifier le degré de radioactivité de l'usine. Je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de volontaires dans la salle qui auraient préféré prendre cette place-là. Donc il n'y a pas forcément que des choses négatives, mais je pense qu'il faut anticiper un développement majeur de la société. Est-ce que Toyota vous a dit de combien ils avaient réduit leur nombre de collaborateurs avec la robotisation? Non, c'est vrai que c'est des données qui étaient confidentielles. Pour la petite histoire, je n'avais pas le droit de prendre des photos. Donc je vous raconte ce que j'ai vu. On a dû déposer son portable à l'entrée. Donc quand même, il y a un côté assez confidentiel. Il y a 800 voitures qui sortent par jour, 800 véhicules. Donc c'est une espèce de stade de football. J'entends l'usine, c'est un immense. C'est plusieurs stades de football où vous avez ces voitures qui avancent, la fameuse chaîne de production. Mais c'est vrai que forcément, il y a énormément de gens il y a eu des pertes d'emplois. Mais encore une fois, c'est des pertes d'emplois ici dans l'industrie. Mais je pense le grand changement qui va affecter, et notamment un pays comme la Suisse, un pays de services, c'est le domaine des services.
David Salig, quand on pense au luxe, on a l'impression que c'est incompatible avec le digital. Qui a envie d'acheter une bague, une montre, un vêtement de grand couturier sur Internet? Comment est-ce que vous arrivez finalement à faire la conjonction entre les deux? Bon, déjà, je pense que le premier point, c'est que l'essentiel des produits de luxe continue à être achetés dans des boutiques et dans des magasins relativement classiques. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des différences quand même relativement importantes. Merci, parce qu'effectivement... On était dans le courant d'air. Hein. On va pas devenir des robots figés. Hein. Je pense ce qu'on voit, en fait, c'est que la manière dont les gens, et c'est pas lié uniquement à l'industrie du luxe, mais la manière dont les gens, en fait, sont influencés, la manière dont les gens achètent, la manière dont les gens préparent leur acte d'achat, Internet joue un rôle extrêmement clé. Donc aujourd'hui, sur les gros marchés qui sont les gros marchés du luxe, que ce soit les marchés émergents, entre guillemets émergents, même si je pense que c'est plus un marché émergent, mais comme la Chine ou comme le Brésil par exemple, ou que ce soit dans des marchés très matures comme les États-Unis, le Japon ou l'Europe, on constate que le digital est en train de prendre une place qui est prépondérante. On se rend compte que, par exemple, même aujourd'hui, si vous allez sur les sites pour prendre les horlogers locaux de Audemars Piguet ou de Patek Philippe, vous avez les prix en francs suisses, même si vous êtes aux États-Unis, mais pour l'instant c'est en francs suisses qui commencent à être affichés. Pendant des années, on nous avait dit jamais les horlogeries ne diffuseront leurs prix sur Internet. Aujourd'hui, la réalité, c'est que tout le monde, à peu près, il y a toujours une ou deux exceptions qui essaieront d'aller contre ce courant-là, mais il va y avoir une transparence des prix de plus en plus forte qui va s'opérer. Il y a aussi d'autres changements qui, à mon avis, sont vraiment importants. Le premier élément, c'est qu'ils ont ouvert énormément de boutiques dans beaucoup d'endroits, mais la réalité, c'est qu'il y a des créations de richesses qui se font et qui s'opèrent également dans des endroits qui ne sont pas forcément les villes auxquelles ils avaient initialement pensé. Et en fait, typiquement en Chine, par exemple, vous avez des villes dans lesquelles, pour des raisons industrielles ou des raisons de création d'entreprises ou des raisons gouvernementales, il y a des créations de richesses fortes qui s'opèrent. Donc dans ces cas-là, il est évident que le e-commerce offre un complément parce qu'il permet de couvrir pour ces marques-là des zones géographiques dans lesquelles il serait illusoire qu'elles puissent avoir des boutiques à tous les niveaux. Donc je pense qu'on assiste à un monde qui est convergent. On assiste à un monde dans lequel le client final a de plus en plus d'options. Il a l'option, j'ai fait un achat chez Tiffany à New York il y a 2 ou 3 ans, un petit collier. Ma femme lui dit j'aimerais remplacer le cordon, j'aimerais remplacer la chaîne avec un cordon. Elle lui demande combien de temps ça va prendre et elle s'attendait à quelques jours. Et la personne lui répond dans quel hôtel êtes-vous? On lui dit on est sur 57e. Il dit est-ce que si dans 2 heures ça vous est livré dans 57e avec la modification ça vous convient? Donc en fait c'est pas que le e-commerce qui change, c'est aussi la manière dont le client aujourd'hui est traité. Les gens peuvent acheter sur Internet, aller rechercher en magasin. Ils peuvent aller en magasin et renvoyer parfois par la poste. Ce qu'on appelle le omnichannel. On est en train d'assister aujourd'hui à une forme de convergence et à une convergence qui s'opère, je pense, dans un monde qui est en mutation profonde. L'urbanisme va changer. La manière dont les jeunes rentrent sur le marché du travail est en train de changer. Je pense que... il y a des changements à tous les niveaux et effectivement, toutes les industries vont devoir s'adapter. Je vous rejoins complètement. Je pense que même l'industrie du luxe qui aime être fidèle à ses codes et à sa tradition se rend compte qu'aujourd'hui, elle doit évoluer dans la manière dont elle développe et implémente sa stratégie d'entreprise. Et pourquoi est-ce que pour vous, c'était important d'être présent à Shanghai dans votre cœur de métier ? Bon, j'avais eu la chance, moi j'avais démarré en Suisse assez tôt, on faisait partie d'une dizaine, je crois qu'il y a Laurent qui a parlé tout à l'heure, on était peut-être une dizaine, une quinzaine à avoir eu la chance d'être très tôt sur Internet, à avoir à l'époque acheté des pubs sur Google à un moment donné où Google n'avait pas de bureau en Europe et puis il fallait appeler Google aux États-Unis avec le décalage horaire et créer des campagnes de publicité sous Excel. Donc on leur envoyait les premières campagnes de pub sur Excel et puis c'était eux qui nous mettaient les publicités en payant la Wells Fargo Bank aux États-Unis. Facebook n'existait pas, Google venait d'être lancé et en fait sur la Chine, on a eu la chance quand Alibaba a ouvert son premier bureau en Europe d'être une des premières sociétés à travailler pour Alibaba quand ils ont ouvert leur bureau à Genève. Et un de mes collègues m'avait dit il faut absolument que tu ailles en Chine, on est en 2008 ou 2009, et il faut que tu ailles voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Et effectivement, quand j'étais là-bas, je me suis rendu compte qu'il y avait Baidu qui était déjà présent, donc Baidu qui est le plus gros moteur de recherche
chinois. Baidu qui a fait une IPO à New York probablement en 2005, qui est vraiment un de ces mastodontes chinois. Et en fait, en allant sur place, on s'est rapidement rendu compte que non seulement il y avait cette classe, middle class, classe moyenne qui était en plein boom et en plein développement avec énormément d'opportunités, mais également qu'il y avait un écosystème, et je pense que c'est ça le point vraiment très intéressant sur la Chine, il y avait un écosystème Internet qui était différent de l'écosystème en fait international. Donc beaucoup de gens, quand ils regardent la Chine, ils vont vous dire oui, mais vous savez la raison pour laquelle il y a ce firewall en Chine, c'est que pour des histoires de contrôle de l'information du gouvernement et de la politique. Il est probable que ça joue un rôle important, hein, la volonté d'avoir quand même un certain contrôle sur l'information. Mais moi, je pense que c'est avant tout une mesure économique. Je pense que la Chine aujourd'hui a eu une position d'un point de vue stratégique où elle a décidé à un moment donné de fermer l'accès aux entreprises étrangères. Et d'ailleurs, le résultat, c'est que c'est un des seuls pays au monde aujourd'hui qui ne subit pas en fait la domination et les monopoles des Google, Facebook, Amazon, et qui a réussi à établir un réel contre-pouvoir en fait, qui à mon avis dans 50 ans, vous verrez que ce sera un tournant historique qui est lié au fait que la Chine a réussi à protéger son économie. Non seulement elle a réussi à accélérer très rapidement et à rattraper son retard digital, mais en plus elle a réussi à créer des conditions de protectionnisme qui lui permettent aujourd'hui de pouvoir se développer d'une manière extrêmement agressive, de manière domestique. Et d'ici quelques années, vous allez voir que très probablement les Tencent, les Alibaba, les Baidu, etc., commenceront à acheter de plus en plus de sociétés étrangères. Je finis avec une petite anecdote sur ce point-là, c'est un point très important. Vous avez suivi tous les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook qui veut racheter Snapchat, le jeune de Snapchat qui dit non, moi je ne vends pas ma boîte même pour plusieurs milliards, j'irai jusqu'au bout, je serai le prochain Mark Zuckerberg. Avant-hier, il a été annoncé que Tencent donc Tencent qui est donc le conglomérat chinois qui possède WeChat. WeChat, vous pouvez lever la main si vous êtes familier déjà avec WeChat. Donc WeChat, en gros... Mais qui a WeChat sur son téléphone? WeChat, quand même. il y en a quelques-uns. WeChat, c'est 850 millions d'utilisateurs. Et WeChat, c'est en fait le réseau social, micro-paiement, plateforme qui regroupe un peu tout. Vous payez votre restaurant avec WeChat, vous envoyez des messages avec WeChat. C'est un WhatsApp, Facebook, Twitter un peu mélangé. Et pour faire court, ce WeChat avec ses 850 millions d'utilisateurs appartient à un holding qui s'appelle Tencent. Tencent vient de déclarer qu'ils avaient acheté 12% et qu'ils étaient maintenant propriétaires de 12% de Snapchat. Donc ça, c'est des premiers éléments et des premiers signaux faibles ou moyennement faibles. Je pense qu'on va assister en fait à un développement phénoménal des investissements chinois en dehors. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu une guerre entre les sociétés américaines et les sociétés chinoises qui est en train de se dessiner sur l'écosystème digital. Waouh, bon, très intéressant. J'aimerais vous entendre sur les progrès possibles que peuvent apporter la digitalisation. Dans votre domaine, quelles sont les avancées, les points positifs, qu'est-ce qui peut changer en bien, Monsieur Mauvernet, dans votre domaine? Nous, on a, je dis effectivement, dans l'automatisation, je fais juste une petite parenthèse, on a toujours l'impression qu'en fait, la numérisation, la digitalisation va essentiellement remplacer des emplois de faible qualification. C'est faux, parce que vous savez qu'on n'a jamais trouvé manuels. Oui, on n'a jamais trouvé un seul robot qui arrive à défaire un bouton. Il n'y a pas de robots non plus qui peuvent remplacer votre coiffeur. Par contre, il y a des robots qui arrivent à trouver un diagnostic de cancer. Donc, je crois que là aussi, souvent, on fait une grosse erreur. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a 2 points, si vous voulez, qui vont énormément changer. Premièrement, c'est les bases de données. À partir du moment où on va avoir beaucoup de données, ces bases de données vont elles-mêmes créer des hypothèses. Actuellement, nous, dans notre métier, on faisait une hypothèse et puis on fait des études pour valider l'hypothèse. Mais si vous avez énormément de données, donc ce sont ces données mises toutes ensemble qui vont créer des hypothèses. Il y a un exemple, par exemple, on s'est aperçu en mettant toutes ces données ensemble qu'un médicament comme la metformine, oui, c'est un médicament pour les prédiabétiques. On s'est aperçu que les gens qui prenaient ce médicament donc, avaient une espérance de vie plus longue que les gens qui ne prenaient pas ce médicament. C'est contre-intuitif. En général, on se dit si on est prédiabétique, c'est plutôt mauvais. Et puis en fait, en mettant toutes ces données ensemble, on a vu ça. Et du coup, on a déduit que ce médicament avait d'autres propriétés que simplement lutter contre le diabète. Donc il y a énormément de choses qui vont arriver comme ça. Des profils de patients finalement. Des profils de patients, et puis on va trouver
trouver des nouvelles voies en disant la personne qui a été opérée, je sais pas, d'appendicite à 8 ans, des amygdales à 14 ans et qui a pris tel médicament, il y a telle et telle conséquence. Donc ça va nous créer de nouvelles voies en fait. Ça c'est quelque chose d'important. Puis après une autre chose qui est importante, ça va être nous on a un énorme problème, c'est l'adhérence au traitement. Vous savez que l'adhérence au traitement, c'est les gens qui ne prennent pas le médicament, hein, et il y a 40% des gens qui ne prennent pas la posologie qu'on leur a donnée. Donc ce qui est énorme, il y en a 10% qui ne démarrent pas, et puis il y en a 15% qui arrêtent en cours de route ou qui ne la suivent pas vraiment, et puis il y en a effectivement 15% qui arrêtent trop tôt. Ça crée un vrai problème, parce que ça, très souvent, on le voit, les antibiotiques, dès que vous allez un peu mieux, tac, vous arrêtez, ou vous avez oublié de prendre votre antibiotique le dimanche matin, vous dites j'en prendrai 2 le soir, c'est très dangereux. Donc il y a énormément de choses comme ça. À partir du moment où le médecin va devenir un coach de santé, ça va lui permettre d'expliquer beaucoup plus comment le patient doit se prendre en charge, ce qu'il ne fait pas tout de suite actuellement. Tout de suite, je crois que dans une consultation, c'est 30 à 40 secondes pour l'explication du traitement, c'est tout. Et en fait, c'est là où on va mettre beaucoup de valeur, c'est rajouter un petit peu d'explication dans ce traitement. C'est-à-dire que vraiment, le médecin va changer complètement de son rôle. Donc globalement, vous voyez plus de progrès finalement que de risques? Pour la santé, je pense qu'il y aura beaucoup plus de progrès. Je pense qu'il y a des risques après de confidentialité, tout ce que vous voulez, mais autrement, on va beaucoup mieux soigner les gens. Vous savez qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Dans les urgences des hôpitaux aux États-Unis, il y a 70% de bons diagnostics, mais 30% d'erreurs. À partir du moment où ce sera fait par des machines, vous aurez 99% de bons résultats. C'est quand même important. Hein, donc, David Saddick, vous vouliez réagir, ou dans votre domaine progrès, vous parliez alors de tout le marché chinois. Moi, en vous écoutant, je me posais la question, est-ce que déjà sur Alibaba, on vend des produits de luxe aujourd'hui? Oui, de grand luxe quand même, des montres à plus de 50 000 ou 100 000 francs, quoi. Bon, c'est une équation qui est un peu compliquée, mais disons en gros, Alibaba possède plusieurs autres sites internet que Alibaba.com. L'un d'entre eux s'appelle Tmall. Sur ces sites-là, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de produits de luxe et il y a un certain nombre de défis pour les grands groupes et pour les marques qui aujourd'hui essayent de développer le plus possible leur vente directe. Donc l'idée qu'elles ont eue à la base quand le e-commerce est arrivé, c'est de dire nous, on n'a pas besoin de vendre, si on prend le cas des montres, une montre à un distributeur qui va doubler le prix pour la vendre à un détaillant, qui va doubler le prix, grosso modo, pour la vendre à un client final. On va essayer directement, en fait, de pouvoir vendre au travers du e-commerce au client final. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des groupes, non seulement elles essayent de vendre en direct, mais elles ont besoin de vendre via des plateformes tierces. Celle d'Alibaba, Tmall en est une. Amazon, pour nous, en est une également. Vous avez aujourd'hui pour plusieurs centaines de millions de francs suisses annuellement de montres qui sont vendues, pas d'ailleurs que des montres neuves, hein, c'est parfois des montres de deuxième main, souvent même, qui sont vendues au travers de ces plateformes-là. Donc ça pose un certain nombre de risques plutôt sur l'angle juridique également et au niveau des contrats de distribution, où ces marques doivent faire face aujourd'hui, je pense, à, une fois de plus, à un monde en mutation, et elles doivent faire des choix quant à la manière dont elles souhaitent aujourd'hui établir et développer leurs canaux de vente. Et est-ce que pour vous, c'est un progrès finalement, alors ce volume d'achats, d'affaires qui se multiplient par l'e-commerce, est-ce que vraiment c'est une bonne chose? Parce que ça va peut-être effectivement tuer certains emplois, tuer, je sais pas, la valeur ou la relation qu'on a avec un produit? Bon, vous savez, je crois que c'était dans les années 1890 quand Graham Bell a établi la première communication téléphonique. Bon, d'accord. Il a dit, mais c'est passé assez vite, hein, il a dit, Mr. Watson, je crois que c'était ça la première phrase, « Come here, I want to see you ». Il fallait encore, si vous regardez le début du 20e, il fallait des centaines de personnes qui branchaient les câbles, vous vous rappelez des photos, et des gens qui branchaient les câbles pour pouvoir passer des lignes téléphoniques. Donc je suis sûr que quand le téléphone s'est industrialisé ou démocratisé, je suis sûr qu'il y a eu des gens qui ont eu la même discussion qu'aujourd'hui avec le e-commerce en disant « Catastrophe, qu'est-ce qu'on va faire de ces centaines de personnes, souvent des femmes, qui branchaient les fils pour pouvoir établir des communications téléphoniques ». Donc mon sentiment, c'est que l'humain a comme caractéristique de vouloir sans cesse se développer et progresser. Et si on regarde, on est probablement nés, nous tous ici,
On est probablement né dans un moment de l'histoire où il n'y a jamais eu autant de changements fondamentaux et importants. Et je ne pense pas que à la pénicilline, je pense à l'IRM, je pense à l'Internet, je pense à énormément de choses où on est en train de réussir à petit découvrir des nouvelles choses. Il est fort probable que cette même discussion, dans 20 ans ou dans 30 ans, elle soit, si elle est enregistrée, que des personnes dans 30 ans, vous nous regardez. Bonjour, désolé si on dit des trucs qui ne sont pas tout à fait justes, mais on essaye en tout cas, on essaye de progresser, on essaye de savoir ce qui va se passer. Donc, j'ai de la peine à vous dire, est-ce que c'est une évolution qui est positive, négative? Je pense que comme dans chaque évolution, il y a des gagnants et il y a des perdants. Je pense qu'il y a des dimensions de la société. On voit mieux le progrès en médecine, on arrive plus difficilement à comprendre le progrès dans le commerce. Je ne suis pas sûr. Vous voyez, moi, en médecine, je vous en prie. Si vous prenez un autre domaine, c'est peut-être le domaine du droit, mais d'une manière plus générale, pour l'administration. Je pense que là, ça va apporter plutôt des bienfaits. Prenez l'administration fiscale. Déjà aux États-Unis, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour certains contribuables, mais je dirais pour le bien public, c'est certainement une bonne nouvelle. Vous avez déjà maintenant l'intelligence artificielle qui est utilisée pour les contrôles fiscaux. Donc les déclarations d'impôts, elles passent dans un système à arbre avec plusieurs critères. Et puis subitement, quand il y a certains indices qui apparaissent, hop, la déclaration d'impôts, elle passe au contrôle. Pour l'instant, le contrôle est fait encore par des êtres humains. Mais tout le processus, il y a des millions, imaginez, de déclarations d'impôts, c'est pas possible à l'échelle humaine d'investiguer. Ça, on peut être d'accord ou pas, je pense que c'est quand même un plus. Vous avez aussi maintenant des robots, d'ailleurs j'en ai vu aussi au Japon, où il y a des robots qui viennent aider les gens à remplir les formulaires. C'est vrai que c'est pas très drôle. Il y a un système assez impressionnant. Vous avez un petit robot sur un bureau, et puis il s'allume, il vous dit voilà, remplissez là, tac, tac, tac. Il vous dit comment il aide les personnes à remplir un formulaire. Ça, c'est certainement un plus. Maintenant, il y a, je pense que, comme vous disiez, ça c'est des points positifs, mais il y a des grands enjeux derrière. Et ça, il faut qu'on y réfléchisse dès maintenant, parce que le problème, c'est l'amplitude des conséquences. Je pense à la protection des données. Là, on est vraiment au balbutiement. L'Union européenne est très active. Elle vient de sortir un nouveau règlement qui est très avancé sur la protection des données, qui est d'ailleurs remis en cause justement avec le fameux droit à l'oubli. Ce fameux droit, on a le droit finalement de disparaître, mais même si c'est très illusoire, mais on a le droit à l'oubli, selon maintenant un arrêt très important de la Cour de justice de l'Union européenne. The right to be forgotten. Avouez que c'est beau quand même, le droit d'être oublié. Eh bien c'est vrai, c'est un nouveau droit qui n'existait pas, qui commence à apparaître. Après 5 ans, 10 ans, après... Par exemple, c'est-à-dire si vous avez des données sur vous, vous n'êtes pas un personnage public ou un homme politique, que ces données, vous avez été donc jugé, vous avez payé vos dettes, c'est des données non pertinentes, il n'y a pas de raison que ces données restent éternellement sur les réseaux sociaux. Par exemple, une chose comme ça. Donc ça, je pense, c'est un enjeu très très important, protection des données, sur lequel il faut encore vraiment travailler. Et alors, il y a un autre domaine qu'on n'a pas aussi abordé, c'est la dimension éthique. On va être confronté à des questions absolument fascinantes qu'on avait déjà dû aborder. Mais comme nous sommes des êtres humains, on les a traités intuitivement, on les a traités par réaction. Mais désormais, si on commence à avoir des robots ou de l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus des activités des êtres humains, notamment dans le domaine des services, prenez les voitures autonomes, par exemple, on va devoir, au fond, préparer ces machines à l'avance à prendre des décisions éthiques fondamentales qu'on a déjà eu à traiter, mais qu'on n'a jamais dû programmer. Tout le monde connaît l'histoire de la voiture qui va devoir choisir entre sauver ses passagers ou écraser un piéton. Imaginez que le piéton, vous avez une personne âgée, un enfant ou une femme enceinte. Qu'est-ce que va faire la voiture? Vous imaginez le genre de décision? Et selon quels critères on va choisir? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est le fait que si c'est une femme enceinte, est-ce que c'est un enfant? Enfin, imaginez, il va falloir mettre en place des critères éthiques absolument fondamentaux. Donc, moi, je suis un optimiste et je suis tout à fait pour. On ne pourra de toute façon pas aller contre ce développement de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, mais il faut tout de suite mettre en place des principes. On parle de codes, il y a des codes de conduite qui sont en train d'être réfléchis, des codes d'éthique, et
Et aussi la protection des données. Alors parlons de la protection des données et de la protection de la sphère privée, parce que finalement c'est aussi important en médecine que aussi dans le commerce. David Sadig, si j'ai un Mac à la maison, un PC, je n'aurai pas forcément le même prix lorsque je me mets en réseau et je veux faire un acte d'achat. Déjà ça, c'est un truc totalement incompréhensible pour moi. Ça veut aussi dire qu'on peut traquer mes habitudes de consommateur, on peut commencer à me cibler pour me proposer certains produits. Comment est-ce que vous gérez ça, puisque vous avez une agence de communication digitale? Bon, déjà, le premier point, c'est que j'ai l'impression que le point que vous avez mentionné, il est extrêmement, extrêmement important. Parce qu'effectivement, on ne peut pas être réactif et on doit être proactif et définir un cadre. Le problème, c'est que, et c'est là où je pense que notre économie, ou en tout cas en Suisse, on a été probablement... on s'en est sorti un petit peu mieux peut-être que d'autres pays, c'est quel équilibre on arrive à trouver entre un libéralisme économique qui permet d'un côté aux entreprises de créer de l'emploi, de se développer, d'investir, d'avoir une fiscalité attractive, etc. Mais de l'autre côté, et là c'est pas une histoire de couleur politique, gauche-droite, etc., c'est une histoire de bon sens commun. C'est de mettre des garde-fous qui sont des garde-fous extrêmement clairs sur le type d'abus et sur le type de règles qui doivent être respectées. Je vous donne un exemple en lien avec votre question précise. Dans mon domaine, par exemple, aujourd'hui, vous avez raison. Si vous allez acheter un billet d'avion, par exemple, sur Booking.com, qui a déjà commandé sur Booking.com un billet d'avion, une chambre d'hôtel? Eh bien, merci. Voilà, à peu près tout le monde. Toute la salle. Maintenant, bon, moi, j'ai un centre d'intérêt assez important sur la psychologie sociale. J'ai des gens au bureau qui ont étudié les psychologies sociales. Il n'y a pas besoin d'avoir étudié la psychologie sociale en détail pour voir que Booking.com, c'est un peu le manuel de petits traités de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Où, grosso modo, vous arrivez, vous dit, il y a 4 personnes qui sont en train de regarder la même chose, ça a déjà été booké, les reviews sont super, attention, il faut y aller vite parce que sinon ça ne va pas marcher. Le modèle, le coup de génie d'un point de vue marketing qu'ils ont réalisé, c'est de donner un choix énorme, de faire en sorte que les gens viennent sur leur plateforme, de leur dire attention, stresse-toi, il en reste plus beaucoup, et de l'autre côté, de dire t'inquiète pas, même si tu mets ta carte de crédit, tu pourras annuler à n'importe quel moment. Ça, c'était le coup de génie. Et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à se développer. Le problème, c'est ce que vous avez indiqué, c'est qu'aujourd'hui, la loi n'est pas assez restrictive en matière de personnalisation de contenu, par exemple, sur Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez plus de 300 critères que vous pouvez utiliser pour pouvoir choisir, par exemple, à vous, monsieur, en première ligne, si vous venez, admettons que c'est le vert, le site Internet, vous venez sur ce site-là, c'est pas seulement Mac ou PC. On peut savoir si vous êtes déjà venu, on peut savoir si vous êtes déjà venu un jour où la météo était bonne, on peut venir, pour reprendre le parallèle que vous avez donné avant sur les bases de données, en sachant que si vous êtes venu 3 fois, vous n'avez rien acheté quand il faisait mauvais, mais par contre, quand il faisait beau, vous achetez, vous servir un contenu différent parce qu'on a remarqué que la couleur rouge allait vous convenir et qu'en règle générale, si on vous offrait du mobilier rouge, il y avait plus de chances que vous les achetiez le jour où il ne fait pas beau. Mais pour vous, messieurs, en deuxième ligne, on va savoir que les meubles, ça ne vous intéresse pas du tout et que de toute façon, le prix n'est pas un facteur clé. En règle générale, vous venez, si c'est disponible, vous achetez tout de suite. C'est le délai de livraison qui est l'élément central. Par contre, en troisième ligne, vous êtes un peu plus suspicieux. Vous allez lire les conditions générales. On voit que vous restez 37 secondes sur les conditions générales. Vous avez l'air d'être très, très picky sur savoir quelles sont les conditions de garantie, etc. Et par contre, pour vous, en quatrième ligne, alors pour vous, c'est uniquement si c'est des séries limitées. Si c'est série limitée, que votre voisin ne pourra pas avoir le même canapé, vous y allez. Par contre, les conditions générales et le reste ne vous intéressent pas. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que les mêmes algorithmes dont on parlait avant, ils vont utiliser ces données-là. Et ils vont être capables de personnaliser du contenu. Et un certain nombre d'entreprises malhonnêtes vont utiliser ces données-là pour commencer à créer de la discrimination au niveau des prix, pour commencer à faire de la discrimination au niveau des produits en disant ceux de la quatrième ligne, vous nous cassez trop les pieds, on ne vous donne plus accès aux produits. Donc vous êtes obligé d'avoir à un moment donné un cadre légal qui évolue, mais pour que le cadre légal puisse évoluer, il faut que les gens qui travaillent dans les différents pays sur la réflexion et la définition des projets de loi comprennent quelque chose. Certains, dans certains pays, apparemment le comprennent. Je suis rassuré de savoir qu'au niveau de l'Union européenne, les choses semblent avancer, en tout cas dans une direction positive. Pour ma part, je suis absolument convaincu qu'il faut un État extrêmement fort
et qu'il faut de la régulation et que la pérennité du modèle, de la digitalisation, etc., et le développement économique de la digitalisation ne se fera que si on arrive à, d'une manière ou d'une autre, être extrêmement strict sur le respect d'un certain nombre de règles fondamentales et qu'on définisse aussi le concept d'éthique en disant, à un moment donné, la morale et la loi sont deux choses différentes. Quelle est la loi et ensuite quel est le type de morale ou le type de comportement qu'on souhaite encourager au sein de nos sociétés. Mais est-ce que vous reconnaissez que ce n'est pas le cas aujourd'hui? C'est la jungle. Alors, peut-être, il y a une évolution qui n'est pas forcément dans ce sens, mais qui permettrait déjà de mettre en place un certain nombre de mesures assez provocatrices. C'est la réflexion de donner une personnalité juridique au robot. Encore une fois, un robot défini largement, qui engloberait certainement une bonne partie de l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle de ça, des fois il y a même des éclats de rire. À une époque, j'ai même reçu des emails d'insultes, juste pour vous dire, c'est marrant, mais donc pas d'insultes, mais disons du genre un email anonyme, cessez vos recherches, par exemple, vous voyez, cessez vos recherches, point d'exclamation. En sortant, j'ai regardé s'il n'y avait pas un robot avec une batte de baseball qui m'attendait dans la sortie de l'étude. Donc ça crée quand même, ce genre de débat crée beaucoup de réactions, mais je pense qu'il faut avoir une vision axé sur le futur. Une des idées, c'est de donner donc cette personnalité juridique au robot. Pourquoi on ferait ça? L'Union européenne va dans ce sens, parce qu'à ce moment-là, vous avez subitement l'apparence comme une société. Lorsqu'on a créé le concept de société anonyme, je dis souvent ça, qu'est-ce que c'est? Vous avez déjà vu une société dans la salle? Vous n'avez jamais vu, ça n'existe pas une société. Une société, c'est une marque. Mais c'est une création, c'est une fiction juridique, une société. Mais seulement une fois que vous avez cette fiction juridique, vous pouvez lui mettre des droits, mais des obligations aussi. Des obligations au niveau du conseil d'administration, il y a un organe de surveillance qui vient, il y a un réviseur, enfin bref, toute une série de choses sont possibles. Donc, une des pistes, je ne dis pas forcément qu'il faut aller directement au pied, courir dedans, mais c'est une des façons peut-être d'arriver à quelques solutions. Vous mettez une personnalité morale d'un type particulier, et du coup, vous pouvez me donner une série d'obligations. Alors voilà certaines pistes qui sont en train d'être examinées. Par exemple, on envisage de mettre une boîte noire. C'est une des idées. Si vous avez une intelligence artificielle ou un robot qui commence à déraper complètement, eh bien, on pourrait au moins, comme un avion, savoir a posteriori qu'est-ce qui s'est passé, ou l'algorithme, quel a été, est-ce qu'il y a eu des malveillances, est-ce qu'il y a eu des hackers qui sont venus. Donc ça, c'est une idée. Une autre idée, c'est un registre. Donc tous les robots devraient être sous un registre, à savoir exactement qui est derrière. Vous voyez ce que je veux dire? On aura, après les Paradise Papers, on aura les Robot Papers. Qui est derrière les robots? Et on serait d'ailleurs assez intéressé. Mais j'en suis convaincu. Mais franchement, donc une autre piste, et ça permettrait aussi d'aborder un sujet où j'ai vraiment pas la réponse aujourd'hui, des questions éventuelles de responsabilité. Qu'est-ce qui se passe si un véhicule autonome commence à écraser des gens de manière totalement incompréhensible? Qui est responsable? Est-ce que c'est le programmateur? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est la voiture? Bref, voilà quelques pistes juridiques, je dirais. Une des pistes, en tout cas, c'est par exemple de travailler sur un concept de personnalité juridique. Je pense que la partie... Oui, allez-y. Je vous en prie. Non. Je pense que sur la partie robot, c'est intéressant la partie robot physique, mais c'est vrai que quand on utilise le mot robot, les gens ont tendance effectivement, et vous avez bien fait de préciser que c'est pas que les robots physiques, c'est les algorithmes aussi, et c'est l'intelligence artificielle en général. Moi, je trouve quand même extrêmement préoccupant de savoir que, ok, première élection de Barack Obama, on nous explique que la présidence américaine a été élue en grande partie sur sa capacité à avoir levé des fonds au travers d'Internet et d'avoir communiqué pour avoir mobilisé une partie de l'électorat qui d'habitude ne votait pas. Une bonne partie des gens en sont contents. Mais si on regarde la dernière élection, on a quand même aujourd'hui un certain nombre de problèmes juridiques, sociétaux, extrêmement graves, liés au fait que de l'argent étranger aurait été utilisé pour pouvoir créer des centaines, des milliers de campagnes de ciblage sur Facebook
en utilisant les algorithmes publicitaires de Facebook. Vous avez peut-être vu que Facebook a dû ouvrir aujourd'hui et donner accès à la justice américaine aux détails des comptes, des publicités, etc. Il y a eu cette audition absolument surréaliste du General Counsel de Facebook qui n'avait pas les réponses et qui n'arrivait pas à formuler des réponses claires sur ces sujets-là. Et vous avez le propriétaire, enfin l'actionnaire principal et CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a annoncé il y a une dizaine de jours le fait qu'il était en train de revoir l'intégralité de la manière dont les campagnes politiques pouvaient être gérées sur Facebook pour donner de la transparence sur qui sont les soutiens financiers, pour donner de la transparence sur la manière dont ces campagnes ont été orchestrées et pour avoir plus de visibilité sur ces éléments-là. Donc je pense que, en tout cas de mon point de vue, on sous-estime, et je suis très content qu'ici on ne le fasse pas, mais j'ai l'impression que globalement, nos sociétés sous-estiment aujourd'hui pas l'impact à venir. L'impact aujourd'hui des derniers événements mondiaux qui se sont produits. On sous-estime l'impact que la technologie et les algorithmes ont eu sur l'élection d'un Donald Trump aux États-Unis, sur un certain nombre de sujets extrêmement importants au niveau du monde. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on les sous-estime, c'est que ces sociétés, étant des sociétés privées et qui ont pu évoluer dans un écosystème qui était très peu régulé, à un moment donné se sont développées, pèsent aujourd'hui des dizaines de milliards et donnent la possibilité à des gens, s'ils sont mal intentionnés, de pouvoir les utiliser à des fins qui ne correspondent pas toujours ni à la loi ni à la morale. Je reste plutôt sur la loi que sur la morale, c'est un peu plus concret, mais qui ne correspondent pas forcément aux lois. Mais ça nécessite, je trouve, ça souligne d'autant plus l'importance de faire évoluer le cadre légal et de s'assurer qu'on mette des garde-fous en place. Thierry Mauvernet, sur les risques d'abus de la sphère privée, la protection des données dans le domaine de la médecine, il y en a évidemment, j'imagine, énormément. Ça veut dire que je vais chez mon médecin ou plutôt auprès de mon assurance maladie et on sait exactement tout ce que j'ai. Oui, de toute manière, il y a eu un débat il y a quelques années en Suisse concernant les dossiers des patients. Il ne fallait pas que les assurances les connaissent. Moi, j'ai rencontré des gens qui dirigeaient des assurances maladie. Ils disent, comment on rembourse ? Si on rembourse tel médicament, on sait très bien quelle est la pathologie que la personne a. Donc, en fait, c'était un faux débat. Je crois que là-dedans, il faut faire attention à ces faux débats, si vous voulez, parce qu'on fait tout de suite des dogmes. Il y a un dogme européen, dès qu'il s'échange des données, attention, confidentialité, il ne faut pas toucher. C'est un petit peu dangereux, l'histoire du droit à l'oubli. Alors, dans beaucoup de choses, c'est bien. Mais par exemple, en médecine, c'est très embêtant, parce que vous prenez des médicaments, ok, vous êtes opéré au CHU, vous restez un certain temps, et puis après, vous dites, alors, je ne voudrais pas que mon assurance sache, droit à l'oubli, paf, etc. Mais si les résultats des médicaments que vous avez pris maintenant créent quelque chose dans 5 ans, on fait quoi ? Il faut avoir cette traçabilité. Donc, si vous voulez, c'est pas aussi simple que ça. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir de dogme et il faut regarder cas par cas qu'est-ce qui peut se passer. Tout de suite, par exemple, aussi au niveau des données, en Europe, vos données elles sont toujours anonymisées. Il y a des programmes, Philips, Siemens, qui font des trucs très bien. Mais ceci dit, les données ne sont quand même utilisées que si vous donnez un droit à l'utilisation. C'est exactement comme les dons d'organes. En Europe, il faut signer un papier pour dire « Ok, je suis d'accord pour donner mes organes, je suis d'accord pour qu'on utilise mes données ». Aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est automatique, il faut que vous signiez pour dire « on ne le donne pas ». Résultat, on est en train de prendre beaucoup de retard par rapport aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de données. Donc, qui sont disponibles et on peut beaucoup plus facilement travailler. Donc, c'est pour ça que je crois que, si vous voulez, j'aime beaucoup cette réflexion. C'est vrai que je trouve qu'on n'a pas suffisamment réfléchi. Je pense que là, tout de suite, on doit mettre sur la table tous les problèmes, parler du droit d'oubli, etc., tous ces problèmes de qu'est-ce qui va nous aider à construire notre futur. Il y a effectivement des problèmes qui vont arriver, mais tout de suite, c'est plutôt dogmatique. Et ça, c'est un problème. Je trouve que c'est un peu triste. Ouais. Peut-être je rebondis sur ce point. Je suis tout à fait d'accord. Donc, droit à l'oubli, mais droit à l'oubli adapté à la situation. Parce qu'un des points essentiels de la protection des données, ça ne va pas être le fait qu'on va interdire le transfert des données, mais on va le restreindre. Il est clair que vous prenez l'échange automatique de renseignements, c'est terminé, ça va se faire, mais il faut que ces renseignements, qui sont renseignements fiscaux, soient utilisés à des fins fiscales. Et si on a des renseignements médicaux, il faut que ça reste dans un cadre médical. Et c'est ça, je pense, la clé. C'est ce qu'on appelle en droit le principe de la spécialité.
C'est-à-dire qu'un renseignement ne doit être utilisé que pour le but auquel il est attaché. Mais ça va être dur à contrôler. Mais c'est ça, je pense, le point. Qui n'ont pas bien compris comment ça fonctionne, de temps en temps mettent tout d'un côté ou tout de l'autre. Et ça, je pense que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Vous êtes face à des dirigeants d'entreprise, des chefs de PME. Dans quelle mesure est-ce que la cybersécurité, aujourd'hui, vous pose un problème? Est-ce que la technologie va pas trop vite? Est-ce que vous avez des données extrêmement sensibles, Monsieur Mauvernet, vous découvrez des molécules, vous vendez des molécules. Comment est-ce que vous faites pour pas qu'on vous pirate vos informations? Oui, vous avez raison. Nous, on a un domaine. Je vous ai coupé tout à l'heure. Effectivement, on fabrique, mais le gros de notre travail, c'est de développer des médicaments. Et les médicaments, développer des médicaments, c'est collecter des données en disant telle molécule va faire telle et telle chose. Et donc, effectivement, notre actif principal chez nous, c'est les données. Et effectivement, on fait très attention à ça. On est régulièrement l'objet d'attaques. Régulièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 ou 3 par semaine, je pense à peu près. 2 ou 3 par semaine. Et puis on a même coincé quelqu'un, c'était assez drôle, qui lui ne devait pas être très doué parce qu'on l'a trouvé sur notre parking la nuit, qui essayait de rentrer par notre système Wi-Fi. Mais nous, pour sortir de ce genre de choses, effectivement, même avec mon assistante, mon ordinateur est crypté, donc tous les ordinateurs sont cryptés. Et puis en même temps, on prend ce que j'appelle des gentils hackers, en fait, qui viennent régulièrement. Sans prévenir bien sûr le service informatique et qui viennent essayer de rentrer dans notre système. Et puis c'est comme ça qu'on prend des mesures, en fait. J'ai croisé quelqu'un à la pause café qui m'a dit, mais de toute façon, si on y met les moyens, on peut tout craquer. Mais je crois qu'il a raison. Mais on n'est pas le Pentagone quand même. Y compris le vote électronique du canton de Genève. Non, alors ça veut dire des biopharmacies. Non, je pense qu'effectivement, si vraiment les gens y mettent beaucoup de moyens, ils arriveront. Mais encore une fois, je dis, on n'est pas le Pentagone. Donc, je pense que... Voilà. Oui, mais quand même, 2 ou 3 attaques par semaine, c'est quand même oui, mais il y énorme. en a qui s'amusent un peu, je suppose, en fait. Puis qui essaient de se tester un peu. Ouais. David Saddick, sur la valeur de l'information, la façon de la protéger, comment est-ce que vous, concrètement, comment vous y prenez? Bon, déjà, la raison pour laquelle il y a beaucoup d'attaques, je pense, c'est que c'est un business. Donc oui, il y a des jeunes ou moins jeunes qui s'amusent et puis qui font ça en bricolant. C'est un business. On est filmé en live ou pas? Non, je crois que s'il y avait un Facebook live avec Laurent Haug, mais... Ok. Donc écoutez bien. Non, nous on a été, je vous le dis parce que normalement c'est l'avantage aussi d'être propriétaire de sa société. Et, si mon conseil d'administration me regarde, je donne pas de nom confidentiel, mais nous on a été victime, alors qu'on est spécialisé là-dedans. Enfin, on est quand même spécialisé dans la partie nouvelles technologies. On a été victime de vol de données. Donc très concrètement, on a quelqu'un qui a réussi on a acheté une plateforme sur Internet. On a racheté une société française. La société française était une société qui avait des actifs immatériels, à savoir une base de données avec plusieurs milliers de membres. Et on a fait ce qu'on appelle un asset deal. On a racheté les actifs qu'on a rapatriés. À un moment donné, il y a eu un problème de patch, sans rentrer dans les détails techniques, il y a eu un problème de mise à jour sur une partie du logiciel. Quelqu'un est rentré, il a volé l'intégralité de la base de données. Et il y avait certains des numéros de carte de crédit qui n'étaient pas cryptés. Ce qui était une erreur de base et une erreur de due diligence au moment des éléments. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout de suite déposer une plainte, ça veut dire informer tout de suite les personnes qu'il y a eu un vol de données et de leur dire qu'il faut qu'elles puissent prendre les dispositions nécessaires avec les personnes en question. Alors les gens ne parlent pas beaucoup parce que ça ne donne pas une bonne image de dire « Ah tiens, je me suis fait voler mes données », mais la raison pour laquelle je vous le partage, c'est que même nous, en tant qu'entreprise spécialisée, ça nous arrive. Là, l'autre jour, j'en ai un autre, c'était un truc moins important, mais il a réussi à trouver un petit truc et il m'a fait chanter, et il m'a demandé 1 000 € pour pouvoir me donner la réponse sur ce qu'il avait trouvé. Donc il y a un business et il y a un fonds de commerce qui existe. Il y a même des sites internet, on appelle ça dans le dark web, dans un peu les pénombres de l'internet, où vous pouvez aller pour trouver et acheter des bases de données. J'ai été jeter un œil, vous pouvez trouver des bases de données, de milliers de cartes de crédit, de plein de choses, etc. Ça date pas d'hier. En 2004, on faisait des tests d'ergonomie sur une des plus grandes compagnies aériennes, la plus grande compagnie aérienne helvétique. Et puis à un moment donné, je tape login David, mot de passe David, et puis je tombe sur le profil de quelqu'un qui avait mis son login et son mot de passe David avec le numéro Amex en clair. Donc j'envoie un email à la sécurité chez eux.
désolé, mais il y a un problème avec votre site, on faisait juste des tests d'ergonomie et en fait, on a accédé au numéro de carte de crédit. Il semblerait que tout le monde peut créer un login mot de passe, le même nom et le même mot de passe. Première erreur. Et deuxième erreur, attention, les numéros de carte de crédit sont en clair. Ils m'ont envoyé tout de suite à Zurich en disant venez faire une petite présentation. Je pense qu'on est en 2003-2004. Venez faire une présentation à Zurich. Et je me rappelle, le patron de l'IT m'a tapé dans le dos en me disant merci beaucoup pour le conseil. On était vraiment contents. Par contre, c'était pas une erreur de notre part si les gens ils sont suffisamment bêtes pour mettre David comme login et mot de passe. Donc, heureusement, entre-temps, je pense que les mœurs ont... Et je me rappelle, j'étais reparti en me disant on a encore du boulot. Disons, la technologie, c'est toujours le même point. Il a évolué. La technologie est évaluée rapidement. Et c'est vrai que pour des compagnies aériennes, pour des hôtels, pour d'autres types de business, aller sur Internet et dire on va faire du commerce en ligne, sur le principe, c'est très facile. Mais ça nécessite quand même de réfléchir et de faire des choses de manière professionnelle. Donc typiquement l'encryption des données, typiquement la protection des données, typiquement pour répondre peut-être très précisément à votre question en disant mais alors comment vous faites si vous voulez vous protéger, en gros c'est très simple, si vous voulez vous protéger, pas de réseau. Vous avez un ordinateur et vous mettez pas de réseau. On était à l'IMD mardi, il y avait une conférence forum de la haute horlogerie, il y avait un professeur je crois qu'il s'appelle Kaplan, professeur de l'université de Lausanne, il montrait qu'il était en train d'archiver, de scanner, numériser toutes les archives de Venise et il expliquait qu'ils étaient en train d'essayer de développer des scanners maintenant où le scanner il n'a plus besoin de lire le livre, mais si c'est des livres où les pages sont écrites à l'encre, vu que dans l'encre il y a du métal, en théorie, le scanner pourrait être capable de lire l'intérieur du livre sans avoir besoin d'ouvrir les pages. On sait qu'il y a aussi des scanners aujourd'hui qui existent, qui à distance peuvent réussir à voir ce qui se passe sur les écrans, dépendant du type d'écran que vous avez. Raison pour laquelle dans certaines banques, les vitres sont traitées pour pouvoir empêcher un certain nombre d'informations où les écrans peuvent être traités. Donc je pense que la réalité, c'est que les risques existent partout et qu'une fois de plus, je pense qu'il faut être assez pragmatique pour essayer d'identifier les risques réels et s'assurer d'une manière ou d'une autre que ces risques-là sont un minimum anticipés. Prenez l'exemple des Paradise Papers. C'est un hacking de l'étude d'avocat aux Bermudes, enfin ils sont un peu partout semble-t-il, et le résultat, on parle de millions de données qui sont comme ça maintenant au compte-gouttes, en plus très subtilement chaque jour, vous avez une révélation qui sort en fonction de l'actualité. C'est l'exemple type, c'est une étude d'avocat, ils ont été hackés et puis tout est sorti. Donc effectivement, le risque il est très très grand. Alors, avant qu'on ouvre aux questions, j'aimerais encore vous poser une question à propos du big data, parce que quand même, c'est l'avenir. On sait qu'on devra travailler avec un nombre d'informations considérable. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on a les outils pour exploiter de façon éthique ce qu'on appelle le big data? Sachant aussi qu'en Suisse, nous sommes un centre de big data, on conserve, je crois qu'il y a 25% du big data d'Europe qui se trouve dans des centres en Suisse. Donc ça fait aussi partie de notre business aujourd'hui. Monsieur Auberson ? Oui, alors il y a peut-être deux aspects sur ça. Je suis assez frappé, pour prendre un exemple, c'est de nouveau, excusez-moi de revenir là-dessus, le problème d'échange automatique de renseignements. Bon, là, on va se retrouver, et ça commence déjà, donc septembre cette année, vous avez dans l'Union européenne les informations qui sont parties automatiquement, des intermédiaires financiers donc, qui donnent ces informations. La Suisse, on le fait l'année prochaine. Mais vous imaginez le flux d'informations qui vont déjà circuler. Et on ne sait pas tellement encore comment est-ce que même les États vont être capables de gérer ça. Moi, j'ai trouvé très frappant de voir un document récent qui a été publié par l'OCDE, qui s'appelle le Handbook. Donc c'est un handbook, c'est un peu, oui, pour les nuls. C'est l'échange d'informations pour les nuls. Merci de me regarder. Ouais. non, mais c'est parce que vous aviez dit le site était aussi fait pour les... Exactement. Mais j'en fais partie, d'ailleurs, je l'ai lu, le handbook, avec mon crayon petit à petit. Mais quand je vois ce document, je me dis, mais tiens, c'est assez intéressant. Il y a un premier arbre, voilà, premier critère. Après, deuxième arbre, deuxième critère. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de préparer pour l'intelligence artificielle une sorte de méthodologie par arbre pour pouvoir gérer au fond ça? Moi, j'ai lu ce handbook d'une façon avec du recul en disant, mais là, ils sont en train de préparer le terrain. Donc, ça va être une manière d'offrir aux États un mécanisme, et ils travaillent d'ailleurs à des mécanismes informatiques, ils veulent même aider maintenant les pays en voie de développement aussi à gérer ces informations. Donc ça, c'est une première manière peut-être de gérer ce flux d'informations.
Mais cela dit, on n'a pas réglé le problème juridique et éthique avec ça. On a l'instrument, on a des instruments informatiques d'intelligence artificielle pour gérer ce flux d'informations, mais on n'a pas réglé les problèmes juridiques. Mais qui va régler ce genre de problème? Et l'autre exemple dont on parle beaucoup maintenant, c'est effectivement ces GAFA. C'est nous-mêmes, comme l'avait dit Tim Cook, il a même dit, c'est vous-même qui me donnez mon bénéfice, parce que c'est nous qui donnons les informations. On les donne gratuitement, on est même devenus des accros, on est même des addicted. On a tous besoin, la plupart en tout cas, et j'en fais partie, de temps en temps, on va quand même aller voir sur Facebook, on donne des informations, on met nos photos, on met nos enfants, enfin ça, j'essaie d'éviter, mais on donne des informations qui sont revendues par derrière. Ça, c'est une nouvelle réflexion qu'on va avoir. Certains réfléchissent à des idées de faire payer ces entreprises pour toutes ces informations qu'elles reçoivent gratuitement. Ça, c'est un débat qui doit démarrer pour contrebalancer un peu ce pouvoir et cette utilisation de nos informations sans véritablement contrôle et sans contrepartie de notre part. Monsieur Monvernet. Oui, si je peux rebondir sur les GAFA, nous, dans notre domaine, ça va vraiment probablement complètement révolutionner le monde de la pharma. Parce que tous, on est une banque de données incroyable. Je veux dire, on est tous constitués de 25 000 gènes, donc c'est un truc de fou. Et qui peut vraiment bien maîtriser ces données à l'exception des grosses sociétés comme Google ou Amazon, etc. Google, moi je suis allé à Palo Alto, c'est assez étonnant, ils font la démonstration, on connaît tous le petit rectangle de Google, et puis ils vous ouvrent le petit rectangle de Google, et puis vous voyez 500 mètres de serveur derrière, quoi, en fait. Et il n'y a que des gens comme ça qui peuvent gérer tout ce genre de données. Donc en fait, la pharma, autrefois, elle disait, moi j'ai l'expérience, donc du patient, donc c'est moi qui vais continuer comme ça. Mais l'expérience du patient, il est en train de basculer sur ces GAFA. Parce que eux, avec toutes les données qu'elles reçoivent, elles ont l'expérience du patient, probablement mieux que les pharma. Donc moi je me dis, bientôt, il y aura peut-être un Google Pharma. J'étais en Corée, il y a Samsung, on ne parle pas beaucoup de Samsung, et on a tort, parce que Samsung, ils ont carrément fait Samsung biologique, et maintenant ils sont devenus les numéros 1 mondiaux pour la fabrication de produits biologiques. En fait, je crois que c'est l'année prochaine où ils vont devenir numéro 1. Et en fait, ils veulent faire une pharma intégrée bientôt. Donc, ils ont déjà toutes les données. Donc ça, c'est déjà énorme. Donc, ils ont l'expérience patient. Donc ça va vraiment changer le paradigme. David Zadig, vous gérez du big data pour vos clients? Vous faites quoi concrètement? Vous les aidez à trouver des clients? Des consommateurs pour leurs produits? Nous, on fait deux choses. D'un côté, on a une activité de recherche sur laquelle on analyse effectivement des milliers de paramètres, notamment de Google, Baidu et Yandex en Russie, sur lequel on est capable de vous dire, si je reste sur l'exemple des montres, on est capable de vous dire aujourd'hui quels sont les attributs qu'une montre doit avoir pour avoir du succès dans tel ou tel marché, sur tel ou tel segment de prix. Donc si vous me dites par exemple, je veux savoir en Chine aujourd'hui, les montres qui sont en 10 et 15 000 francs sur la dernière année, lesquelles ont été les plus recherchées par les Chinois, nous on agrège les données, on a un certain nombre de partenariats avec ces grandes sociétés-là, on traite ces données et ensuite on a de l'analyse humaine pour l'instant, qui nous permet en fait de pouvoir établir ces trends et ces analyses-là. Ces analyses-là, elles sont vendues à deux types d'acteurs, elles sont vendues soit aux marques de luxe directement, soit à des instituts financiers, qui, elles, les utilisent. Donc, ça peut être des analystes côté buy-side, un hedge fund, ça peut être des banques nationales qui nous achètent aussi les données juste pour savoir un peu ce qui se passe, peut-être en lien avec l'or, j'en sais rien. Mais disons qu'ils souhaitent un peu avoir les différents trends et les différentes infos. Ça, c'est une partie de l'activité. La deuxième partie de l'activité, elle n'est pas liée à la recherche, elle est liée à l'action. Donc, l'action, c'est très concrètement comment aider une marque aujourd'hui à mieux communiquer sur les sujets du digital. Comment utiliser la publicité sur Instagram? Comment développer une page Facebook qui, à une heure où tout le monde doit payer, puisse réussir à se développer? Comment bâtir un écosystème sur WeChat? Exactement. Par contre, on va utiliser les données du Big Data dans le but de pouvoir traiter de l'information et créer de l'insight, créer de la valeur ajoutée, de l'action, qui nous permettent de savoir si c'est mieux, comment est-ce que c'est mieux d'optimiser la communication et les produits, etc. Donc le Big Data, pour moi, c'est un mot un peu trop fourre-tout. Je pense que Big Data, ça veut tout et rien dire. Déjà, ça me fait penser à Big Mac. Deuxièmement,
big data, c'est pas très très clair. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que le stockage aujourd'hui est en train de... Le coût du stockage diminue à vitesse grand V. Les infrastructures de stockage peuvent être dématérialisées, donc vous n'avez plus besoin d'acheter des gros serveurs chez vous. Les puissances de calcul, on est à l'aube de quelque chose de phénoménal avec tout ce qui est quantique. Et je pense que les puissances de calcul vont s'améliorer significativement. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à résoudre des problèmes sur lesquels il était très difficile de pouvoir les résoudre. Je finirai juste avec une petite anecdote sur la partie santé. Il y a un livre absolument passionnant qui s'appelle « The Future of the Mind », le futur de l'esprit. Ça a été écrit par un professeur qui, je ne sais plus de quelle université américaine il est, The Future of the Mind. Et dans son livre, qui est un des livres les plus intéressants que j'ai lus ces dernières années, il dit à la vitesse où ça va, on doit pouvoir réussir à faire le backup d'un individu, de ce que nous on sait, bien sûr avec notre consentement, en espérant que la loi évolue d'ici là, mais qui sera possible, par exemple, j'ai 2 enfants de 8 et 6 ans, en théorie, ce serait possible, d'ici quelques années, de pouvoir transférer une partie de ma connaissance et de ce que je sais sur un certain nombre de sujets, pour qu'à la place qu'ils aillent uniquement regarder Wikipédia et YouTube pour se faire un avis, si demain je venais à disparaître, qu'ils puissent quand même m'interroger, même si je suis mort, sur un certain nombre de sujets. Qu'est-ce que papa aurait pensé, alors c'est un peu glauque, je vous l'accorde, qu'est-ce que papa aurait pensé du sujet A, B, C ou D. Donc tout ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est juste la pointe de l'iceberg. Une fois de plus, on en est vraiment au tout début de quelque chose. On aime bien utiliser la métaphore quand on en parle, en disant que si la révolution digitale, c'était un bébé, peut-être qu'il n'était pas encore né, peut-être que ce serait juste encore un fœtus. Très bien, l'heure tourne. J'aimerais me tourner vers 2 étudiants qui sont dans la salle aujourd'hui. Amélie Mettler, 26 ans, Philippe Pochung, 22 ans. Tous les deux, vous terminez votre bachelor à la Haute École de Gestion Arc à Neuchâtel. Et pour avoir peut-être la voix de la jeunesse, parce que finalement le monde qu'on est en train de décrire vous concerne peut-être plus que vous que nous. J'aimerais savoir si vous avez des questions à poser à nos 3 participants au débat. Oui, alors peut-être, donc moi c'est Amélie. J'aurais voulu demander si vous pensez que l'intelligence artificielle, elle pourra remplacer à long terme l'intelligence humaine, si elle va dépasser ou remplacer l'intelligence humaine. Enfin, pour ma part, je ne pense pas, mais je pense que l'avenir, ce sera d'associer l'intelligence artificielle aux capacités humaines. On en a beaucoup parlé ce matin. Je pense que l'empathie, la passion, etc., ce sont des qualités qui vont rester tout à fait humaines. C'est d'ailleurs, moi, je dirais à mes petits-enfants, je leur dirais vraiment aller dans cette voie-là, en fait. Merci. Est-ce que Philippe a une question ? Juste une remarque sur ce point. Très bien. On distingue 2 types d'intelligence artificielle pour l'instant. Il y a l'intelligence artificielle légère, qui est celle qui existe parce que vous avez notamment des robots qui sont capables de faire des choses bien mieux que l'être humain, mais c'est une tâche déterminée. Par exemple, ils ont battu le champion du monde de Go, ils ont battu Jeopardy, ils ont battu les champions d'échecs, mais c'est un robot qui fait une tâche spécifique, mais pas le reste. Et donc la grande question, effectivement, c'est est-ce que l'intelligence artificielle sera capable d'avoir une intelligence lourde, c'est-à-dire globale? Parce que nous, en être humain, quand on réfléchit, il y a toute une série de facteurs. Il y a l'intuition, il y a l'influence de notre enfance, de différentes choses. Et ça, je pense qu'on est très très loin. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste d'intelligence artificielle, mais j'ai beaucoup étudié la question, et c'est très très controversé parmi les experts. Donc la réponse est plutôt non, mais il y a des experts qui pensent que oui, donc c'est très très controversé. Mais en tout cas, je pense qu'on c'est pas encore là tout de suite. Voilà, si je puis dire. Ça tombe bien parce que moi je pense que oui. Ouais. Moi je pense que oui, mais par contre je pense que je vais pas forcément le voir. Je pense que ça va prendre du temps pour arriver. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense par contre que le point que vous avez mentionné, j'ai la même vision, c'est-à-dire que c'est le cerveau humain qui va s'améliorer maintenant dans les années à venir. On va pouvoir, en fait, c'est pas que le backup pour que mes enfants puissent me demander, tiens, quel était ton avis sur tel ou tel sujet. Ça va être, je veux faire l'acquisition d'une langue, je veux faire l'acquisition d'une nouvelle forme d'intelligence, etc. Probablement un horizon 50 ans, ça c'est mon sentiment, basé notamment sur le livre que je vous ai dit avant qui est assez sérieux, mais je pense que ça va être possible de commencer à injecter
de l'intelligence à pouvoir en fait transférer du savoir. Alors je vois comment vous me regardez en disant il est un peu foufou, mais je pense que si on était en 1850 maintenant et que je vous disais que dans un siècle on allait aller sur la Lune, vous m'auriez regardé de la même manière. Donc je pense que les choses bougent beaucoup plus vite que ce qu'on pense, mais elles ne bougent jamais à court terme aussi vite que ce que les experts anticipent. Donc il y a probablement un trend à plus long terme, mais moi je crois beaucoup à l'alliance en fait de l'intelligence artificielle et celle de l'intelligence humaine. Mais si je peux me permettre, je pense que ça va aller, enfin, je pense que ça ne mettra pas 50 ans. Hein, parce que ça, non, je veux dire, les choses vont très très vite. Nous on voit dans le domaine de la santé, moi il y a 10-15 ans, on m'aurait dit qu'on pouvait remplacer un gène. J'aurais dit oui, peut-être dans 50 ans. Maintenant, on est en train de travailler dessus. Donc, si vous voulez, ça va, à mon sens, ça va très très vite. Et puis les robots deviennent très versatiles. Donc ça, c'est vraiment très important. Par contre, je pense que le bon sens, il est vraiment humain. Je ne suis pas convaincu, ce matin j'ai entendu la créativité. La créativité, en fait, pour moi, c'est la réunion de deux choses. C'est un bon esprit de synthèse et une bonne mémoire. Qui a une super mémoire, qui a un bon esprit de synthèse, c'est les robots. Donc en fait, je ne dis pas aucun robot deviendra Einstein. Mais pour imaginer, en prenant un business model ici et en rajoutant un produit ici, qui pourra vraiment bien faire ça? Je pense que les robots le feront assez. Enfin, robots, automatisation, tout ce que vous voulez, ou intelligence artificielle. C'était une très bonne question. Hein. Merci beaucoup. Philippe. Alors moi j'ai une question un peu sur l'actualité. Donc pour vous, où est-ce que vous situez les digital managers dans la hiérarchie d'une PME? Et puis je pose la question parce que leur importance, elle augmente tous les jours. Puis ils sont de plus en plus recherchés. Bon, il y a deux types de débats que je vois chez nos clients qui sont un peu plus gros que les PME, mais disons on a aussi quelques PME. Il y a un débat ou un point de vue qui consiste à dire le digital c'est un outil de communication, c'est un outil commercial, donc c'est normal que le digital manager il rapporte à un patron marketing communication et que ça soit comme ça que les choses se fassent, ou éventuellement la partie e-commerce ou le commercial parce que c'est un canal de vente. Il y a une deuxième école ou un deuxième point de vue qui consiste à dire non, le digital aujourd'hui il est transversal et il doit irriguer en fait les différentes fonctions, la fonction ressources humaines, que ça soit dans le recrutement, dans le développement, dans la formation est impactée par le digital, les fonctions de recherche, nouveaux produits, recherche et développement sont impactées par le digital et donc pour faire une longue histoire courte, on peut avoir une fonction digitale transversale où par exemple chez certains de nos clients on voit qu'ils ont mis un double report, un rapport par exemple au CEO ou au COO pour toutes les fonctions hors marketing communication et avec un rapport sur la partie marketing communication. Ça c'est ce que je constate. Petite remarque, je pense à une histoire dans le passé. Prenez le compliance officer de l'époque. C'est devenu un des personnages les plus importants des banques, le compliance officer. J'ai un ami qui était juge d'instruction à Genève, il a quitté, il est devenu le compliance officer d'une banque. C'était un des personnages principaux. Personne n'osait prendre une décision sans lui. Vous avez peut-être un autre personnage qui va faire son apparition aussi à côté du digital manager. C'est le responsable de la protection des données. Justement, le droit européen, la nouvelle réglementation prévoit une nouvelle fonction. Vous avez, je ne sais plus comment ça se prénomme, c'est Data Protection Officer. Donc, il y a des nouveaux jobs qui sont créés. Data Protection Officer, Digital Manager. Écoutez, on a quand même des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Merci pour ces deux questions de jeunes. Mesdames et messieurs, je vous ai senti très attentifs. Je vous remercie beaucoup et je vous demande d'applaudir nos 3 participants. Ben voilà.